Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo inédite, une vidéo quasi publicitaire sur un jeu que je souhaite faire connaître aux éventuels participants, aux éventuels abonnés de cette chaîne Livre Adventure TV. Ce jeu, c'est la 7e Citadelle. Donc probablement qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà bien. Je publie en ce moment pas mal de vidéos sur la chaîne principale. Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je tenais vraiment aujourd'hui à leur dire qu'ils ratent quelque chose s'ils ne s'attachent pas à envisager la possibilité d'acquérir la 7e citadelle. Donc c'est un jeu qui est à la croisement du livre dont vous êtes le héros et du jeu de société. Totalement. C'est exactement à l'intersection de ces deux milieux et on pourra rajouter le fait que c'est un jeu narratif à base de deck building. Donc, vous avez certainement lu beaucoup de livres et peut-être que vous n'avez pas franchi le pas, beaucoup de livres dans The Héros, vous n'avez pas franchi le pas vers les jeux de société qui sont à la frontière des livres dans The Héros et des jeux de société. Donc, d'où l'objet de cette vidéo pour vous faire part de mon enthousiasme sur la 7e citadelle. Comment ça se passe dans les grandes lignes, une partie de la 7e citadelle? Donc là, je suis au beau milieu d'une partie qui est en cours, une partie qui démarre donc sur cette fameuse citadelle qui vient de s'effondrer. Je vais vous faire un petit rappel du scénario. Donc tout cela se passe dans un univers post-apocalyptique. On ne sait pas si c'est futuriste ou si c'est dans le passé. Enfin, moi, pour l'instant, je ne le sais pas. J'ai plutôt l'impression que c'est dans le futur, mais je ne sais pas trop, pour tout vous dire. Et le monde tel que nous le connaissons, eh bien, a disparu et nous avons deux grandes menaces qui s'affrontent. On ne sait pas qui est les gentils, qui est les méchants. Nous avons les nécrodruides qui cultivent des espèces de lianes qui permettent, et des tremble-sols qui permettent de se protéger d'un maître des vers. Donc nous avons des vers qui creusent le sol et qui font s'effondrer l'ensemble du monde si on n'est pas protégé. Et donc ce monde s'appelle les terres effondrées. Donc vous avez dans ce jeu tout un univers, un vaste univers créé par les deux concepteurs de ce jeu. Ils ne sont que deux et ils font tout à deux. Ce ne sont pas des inconnus dans le monde du jeu de société, parce que si je ne me trompe pas, ils ont fait Just One, qui est un jeu au succès planétaire. Et donc leur jeu fétiche, leur jeu expert, eh bien c'est la 7e citadelle. Donc vous jouez dans ce jeu le rôle d'un jardinier forçat, d'un esclave des nécrodruides, chargé de cultiver ces fameuses lianes, ces fameuses, on va dire, productions agricoles qui permettent de protéger le monde. Et à un moment donné, vous pouvez vous échapper donc de la prison citadelle où vous êtes, et vous allez, eh bien, à l'aide d'une communauté qui sera symbolisée, un petit aperçu sur le matériel, qui sera symbolisé par cette fiche de colonie. Donc vous avez des petits icônes à cocher au fur et à mesure que vous acquérez des points d'expérience, et vous allez pouvoir construire des bâtiments, obtenir des cartes plus puissantes pour votre deck, avoir même des capacités spéciales pour votre personnage. Avec une carte, eh bien, des terres effondrées, j'espère que vous voyez à peu près bien, des quêtes secondaires. Vous voyez, moi j'ai une quête secondaire qui s'appelle cause et remède. Il va falloir que je soigne des gens pour arriver au bout de cette quête. Vous avez de l'autre côté des bâtiments à construire. Un rappel très bien fait de l'ensemble des icônes. J'aborde un point qui peut-être pourra vous rebuter, à savoir que pour bien apprécier ce jeu, il vous faudra, je dirais, moi ça m'a pris une bonne dizaine d'heures avant d'apprécier le jeu de la 7e citadelle. Parce que pour apprécier ce jeu, il vous faut maîtriser le deck. Le deck qui constitue votre personnage. Donc c'est une vingtaine de cartes avec différentes capacités. Pas de course, intuition. Vous voyez, il y a pas mal d'icônes dessus. Et le fait d'arriver à bien lire les icônes va vous demander un petit entraînement.
Et d'autre part, pour bien jouer, il faut à peu près connaître les cartes que vous avez dans votre deck. Et ça, à moi, qui suis un joueur médiocre, mais j'y suis arrivé quand même, ça m'a demandé un petit peu de temps. Mais une fois que je suis arrivé à maîtriser à peu près, je n'ai pas dit que j'avais percé tous ces secrets, mais à peu près à maîtriser ce deck, mais quel plaisir de se balader sur les terres effondrées. On a vraiment un sentiment d'aventure, un sentiment narratif, que vous le jouiez ou en solo ou à deux joueurs. Je n'ai jamais essayé à plus, mais les deux expériences, moi, m'ont vraiment convaincu. Et en solo, vraiment, on se rapproche d'un livre dont vous êtes le héros puissance 1000, je dirais même d'un coffret d'e-art puissance 1000, puisque vous avez beaucoup de matériel en plus du livre. Alors vous allez me dire pourquoi Largo, pourquoi tu parles d'un livre? Bon, c'est quand même un livre parce que vous avez de nombreuses cartes, vous voyez, qui sont ici, et puis vous avez beaucoup à lire dans les cartes qui sont ici. Vous avez, je sais pas, il y en a peut-être pas loin de 1000. Et j'ai pas tout déballé, on est rendu au chapitre 2. Donc j'ai vraiment énormément à faire. Donc il y a beaucoup à lire sur ces cartes, mais vous avez en plus à lire dans ce livre des dialogues, qui est autrement dit un espèce de livre dont vous êtes le héros, comme ceci, très complet. Hein. Euh, avec, comme vous pouvez le voir, à peu près 600 lignes de paragraphes écrits petits. Hein. Vous avez votre personnage, jardinier forçat, vous allez vous balader sur les différentes cartes, donc vous avez des espèces de cartes exploration, vous voyez, une carte exploration de niveau 3, donc pour pouvoir faire apparaître le monde qui se situe derrière cette carte, vous devez d'abord résoudre cette carte, donc là c'est pas forcément un très bon exemple, je peux peut-être vous en donner un autre, vous pouvez tomber sur des objets comme ceci, pouvez tomber, ça c'est pas un très bon exemple. Non plus des monstres comme ceci. Les illustrations sont parfois très bien, parfois un petit peu justes, hein, il faut le dire quand même. Et une fois que vous avez vaincu la carte exploration qui est ici, vous la défaussez et vous allez pouvoir faire apparaître la carte 161, qui est une carte verte que nous allons trouver. On peut le faire tout de suite pour vous donner un exemple très rapide. Donc la carte 161, vous lisez le petit texte d'ambiance qui est ici et vous posez la carte qui est ici. Ça fait apparaître de nouvelles actions. Vous voyez ici, j'ai une crevasse à explorer. Donc il y a une iconographie sur ces cartes pour les actions. Je vais pas trop m'attarder sur ce point. Sachez que pour réussir des actions, il faut obtenir des succès et que pour obtenir des succès, il vous faudra bien manipuler votre deck. Voilà ce que je peux vous dire. Donc chaque scénario s'appelle une menace. Chaque menace comprend, je dirais, entre 10 et 15 quêtes, quelque chose comme ça. Et chaque quête vous prend 2 heures à faire. Donc c'est quelque chose de longue haleine. Alors pourquoi j'ai appelé cette vidéo eh bien l'éloge des fous, qui est peut-être un terme qui aura pu vous choquer ou vous interloquer, eh bien parce que de nos jours, où tout est facile, tout doit être rapide, tout doit être condensé et plaire au plus grand monde, et bien nos deux auteurs, contre toute attente et je dirais avec beaucoup de courage, nous pondent un jeu difficile, long, expert, à partir de 14 ans, avec un thème quand même plutôt adulte. Alors j'ai rien trouvé de très violent dans ce jeu, bon, pour moi ça reste plutôt bon enfant pour tout vous dire. Néanmoins, c'est quand même estampillé adulte et je trouve ça très courageux de la part de Serious Poulp, eh bien d'avoir eu la volonté, la ténacité, l'incroyable courage au fur et à mesure des années d'avoir pondu donc ce 7e Citadelle. Vous savez, ce 7e Citadelle fait suite au 7e continent. Donc le 7e continent était le premier opus. C'est quelque chose d'intéressant, mais moi je me perdais tout le temps sur le 7e continent, donc j'en aurais peut-être pas parlé dans les mêmes termes que ce que je vous parle ici. Vous pouvez trouver quelques vidéos sur le 7e continent sur la chaîne. Mais la 7e Citadelle corrige notamment pas mal de défauts, et notamment on ne va pas trop se perdre. C'est-à-dire que les quêtes vous proposent un objectif précis. Si vous êtes attentionné, vous lisez l'objectif et vous saurez où vous devez aller. Et franchement, si on est malin, on ne se perd pas.
Le gros point fort de la Septième Citadelle, lorsqu'on joue en multi, c'est que chacun a son deck, chacun a son personnage, avec l'orientation qu'il souhaite lui donner, magicien, voleur, guerrier. C'est assez classique, mais vous pouvez avoir des variations au fur et à mesure, comme vous le souhaitez, au fur et à mesure que vous mettez des cartes dans votre deck. Si vous voulez faire un rôdeur magicien, a priori, c'est pas impossible, hein. Je ne connais pas encore suffisamment le jeu pour vous parler exactement de la totalité de la façon dont on peut faire un deck building là-dessus, parce que il faut terminer une menace, et moi j'ai entamé un certain nombre de menaces, mais pour l'instant je n'ai pas réussi à achever une menace. Mais je pense que là je suis bien parti, parce que là je me sens bien, sur cette partie notamment, je me sens maintenant performant, si vous voulez, sur ce jeu. Donc là vous avez mon inventaire de cartes. Alors je joue en solo. Ça veut dire que j'ai beaucoup de cartes dans mon inventaire. Si vous jouez à deux, vous aurez 2 fois moins de cartes et c'est quand même un petit peu plus facile à gérer. Mais le jeu s'adapte merveilleusement bien, je dirais, au nombre de joueurs. Et je pense que les auteurs ont eu à cœur de faire un jeu vraiment narratif et immersif, qu'il soit en solo ou à deux. Moi je constate qu'il y a beaucoup de jeux narratif, où il est indiqué sur la boîte qu'on peut jouer en solo, mais en fait vous devez prendre 2 ou 3, voire 4 personnages, comme pour Heredity par exemple, et ça, pour moi, ça casse toute l'ambiance. Je ne supporte pas de faire du solo, ce qu'on appelle du solo, c'est avoir deux personnages. Ça demande de diviser votre cerveau en deux, déjà que c'est difficile avec un personnage, donc bon. Voilà. Alors, pour en revenir donc à ce septième citadelle, donc je crois que je vous ai dit, je vous ai parlé du livre des dialogues, de la fiche de colonie. Vous avez une carte assez spéciale, vous voyez, bon, elle fait un petit peu grise mine, mais vous avez la carte des terres effondrées. Vous allez pouvoir, si vous débloquez les capacités, venir insérer des cartes et améliorer votre connaissance du monde des terres effondrées. Donc ça n'existe que dans ce jeu-là. Vous avez un certain nombre de figurines et puis de compteurs de points de vie. Donc c'est un jeu à points de vie. Donc les points de vie se rechargent, vous permettent de recharger votre deck. Donc vous dépensez 10 points de vie, et bien vous allez pouvoir remettre 20 cartes dans votre deck. C'est votre énergie en quelque sorte. Vous pouvez jouer au choix avec les standees ou les figurines. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs ou choisir les petites figurines comme ceci. Moi pour cette partie j'ai choisi le standees. Donc pour en revenir à nos deux auteurs, eh bien moi je leur tire mon chapeau, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour les amateurs de livres dont vous êtes le héros. C'est pas très connu parce que c'est pas distribué en boutique, c'est distribué à compte d'auteurs, ils sont leurs propres producteurs. Et un certain nombre de personnes ne le connaissent pas. Donc je souhaitais aujourd'hui eh bien, vous en faire la publicité et puis vous recommander donc de parcourir le plus possible les terres effondrées. Donc que vous dire de plus? Il y a un petit peu de hasard dans ce jeu quand même, à savoir que vous tirez des cartes sur le deck. Et il vous faudra des succès. Tout dépend un petit peu du tirage que vous avez. On ne peut pas l'occulter si vous voulez. Si vous êtes totalement allergique au hasard, eh bien ça peut vous rebuter. Parfois vous allez faire des lancers de dés. Parfois vous avez par exemple 6 options de dialogue. Vous lancez un dé pour savoir quelle option de dialogue vous allez arriver. Vous avez des points d'expérience. Donc les points d'expérience, eh bien ce sont ces cartes l'espoir renaît, qui vous permet de cocher un symbole sur la fameuse page dessinée que je vous ai montré tout à l'heure et d'avoir au choix une carte supplémentaire, une ou deux cartes supplémentaires dans votre deck, une carte supplémentaire ici, de construire des bâtiments et d'autres choses encore. Autre point fort que je ne dois pas occulter, il y a un certain nombre d'énigmes dans ce jeu. C'est un jeu qui récompense l'intelligence. Vous allez devoir résoudre un certain nombre d'énigmes et de problèmes à l'aide de vos capacités cognitives. Et c'est vraiment très valorisant, très satisfaisant d'arriver à résoudre eh bien,
les énigmes. Alors, est-ce que je peux vous montrer une petite qui se trouve dans le scénario de base? Voilà, bon, un tout petit exemple, hein, c'est vraiment le truc d'apprentissage. Sur cette carte, vous allez devoir compter les sombres courges qui peuvent exploser au contact de votre pied, donc il ne faut pas marcher dessus. Compter les sombres courges qui sont au sol. Alors je vous donne l'astuce, un petit spoil, il faut bien sûr compter celles qui sont au sol, comme il y a écrit, mais surtout pas celles qui sont contre le mur. Auquel cas, et si vous comptez celles contre le mur, eh bien vous allez explorer. Donc ça, c'est l'une des énigmes les plus simples, mais il y en aura d'autres, bien d'autres, et c'est vraiment un immense plaisir à découvrir. Moi, je joue le rôle de Brooks, ce personnage, qui a également une quête à accomplir, une quête personnelle à accomplir, qui est symbolisée, que je vous la montre ici, une force qui sommeille. Je vous laisse lire le petit texte d'ambiance. Et Brooks eh bien, va devoir accomplir sa quête personnelle. Les quatre personnages qui sont dans la boîte de base eh bien, ont tous une quête personnelle qui est symbolisée souvent par un petit icône, pas sur Brooks, mais pour les trois autres personnages, c'est le cas. Donc il y a plein de quêtes dans ce jeu, et notamment des petites quêtes secondaires que vous allez croiser. Bon, je peux pas en parler plus comme ça, mais vous allez devoir ramener des paquets à Kel, qui est la ville principale du jeu, retrouver des personnages, retrouver des objets légendaires, et que sais-je encore. C'est vraiment très très vaste, et c'est très très bien fait. Alors que je vous montre quand même le type d'objet qu'on peut rencontrer. De la confiture d'yeux de Soukouyan. Il y a une espèce de folklore assez spécifique aux terres effondrées. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. Les auteurs ont une grande imagination. Voici ce légume aubaine. Je vous laisse lire le texte. Faire pousser les légumes sur la dépouille de joueurs invétérés afin qu'une fois ingérés, elles agissent favorablement sur les probabilités. Leur valeur est inestimable pour les superstitieux. Ce légume vous permet en le défaussant, de relancer un dé, mais en acceptant le nouveau résultat. Vous avez ici des mots-clés, troc, provision. C'est vraiment très très vaste. Alors il existe pour l'instant la première boîte, celle-ci, qui était accompagné d'une nouvelle menace, c'est-à-dire le dernier trône que je n'ai pas encore joué. Donc une menace, l'alambic de Valengard, c'est d'une espèce de grosse quête secondaire. Et puis vient de sortir, je pose mon trépied, et bien la deuxième boîte, que vous ne pouvez trouver nulle part, sinon d'occasion, si quelqu'un accepte de la rendre. Et puis, vous avez un nouveau porte-carte, petit déballage de boîte pour ceux qui connaissent le jeu, et spécificité. Ah mais ça, j'avais pas vu, ça c'est intéressant, parce que vous pouvez poser ces blasons donc, sur votre feuille de citadelle, qui est, vous en avez une ici, c'est un petit détail, hein, mais ça montre le souci du détail des auteurs. Hein, vous allez pouvoir coller votre blason ici, et puis ça va personnaliser votre feuille. Vous avez un nouveau livre des dialogues, qui est peut-être un peu plus petit que l'ancien. Plus on en a, plus on est content, on le sait. Mais imaginez le travail immense qu'il a fallu faire pour ce 7e citadelle, et la volonté incroyable, de mon point de vue, qu'il faut pour arriver au bout eh bien, de cette deux boîtes. Hein. Moi, même avec une vie, jamais j'aurais pu faire ce type de choses. Donc le premier jardin, qui est la nouvelle menace de cette boîte. Alors, je ne peux pas vous dire le nombre de scénarios, mais je pense peut-être une 13, 14, 15, quelque chose comme ça. Et puis, vous avez, comme dans le 7e continent, un certain nombre de cartes qui viennent, je suis impatient de les découvrir pour tout vous dire, de cartes qui viennent enrichir votre jeu. Donc ici, les vestiges oubliés. Par ici, le sol semble avoir été labouré. Vous suivez ces étranges traces et finissez par atteindre une imposante ancre marine dont la chaîne est brisée. Comment a-t-elle pu se retrouver ici? Vous songez qu'il serait judicieux d'interroger les éclaireurs que vous envoyez cartographier les terres effondrées pour voir s'ils ont déjà observé un tel phénomène. Je ne l'ai pas ouverte. Hein, Et puis, trois bons compagnons. De quoi ça parle? Ça, on est là pour ça, après tout.
On murmure que certains individus possèdent un don rare, celui de communiquer avec les âmes errantes de leurs proches disparus et de les guider vers leur dernier repos. Grâce à un lien surnaturel tissé avec leur esprit, ils peuvent invoquer ces présences éthérées pour en faire des guides avisés, des éclaireurs invisibles ou des protecteurs infatigables. Et s'ils sentent savoir, vous faisiez partie de ces êtres d'exception que l'on nomme arpenteurs. Eh bien, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je le saurai bientôt. Nous avons également le poème de Vétégorne, une petite extension. Cette fois, la menace qui vous guette est dans votre tête. Cette extension, 30 cartes, hein, je ne sais pas de quoi ça parle, mais certainement d'un poème. Et puis, vous avez donc une nouvelle boîte pour mettre toutes vos figurines, et puis un certain nombre de cartes, comme ceci, pour la nouvelle menace. Pour la nouvelle menace. Voilà. C'était le chapitre 2. Alors, certaines des personnes que je connais auraient bien voulu avoir peut-être au moins 2 menaces dans cette boîte. Bon, il n'y en a qu'une, mais c'est pas facile à faire. Donc, c'était la 7e citadelle, un jeu que je vous recommande chaudement. Si ma vidéo n'a pas été claire et que vous avez des questions sur ce jeu, parce que je me laisse emporter par mon enthousiasme et sans doute que je n'ai pas pensé à tout ce que j'aurais dû dire sur ce jeu, eh bien n'hésitez pas à m'interroger, j'y répondrai avec plaisir. Je ne peux que vous encourager à vous intéresser à la 7e citadelle.